Tintararin, tarin, le retour du mangeur de livres. Chose promise, chose due. Je vous ai quitté avec Gérald de Jouary tout à l'heure. Et je reviens avec Northwest Smith. Un peu compliqué à prononcer pour un francophone. Northwest Smith. Les aventures de Northwest Smith. Alors, toujours de Catherine Elmour. Alors, si vous n'avez pas écouté le podcast précédent, je vous parle d'une autrice de science-fiction et de fantasy des années 30 qui s'appelle Catherine Elmour et qui est fabuleuse. Et comme j'ai parlé d'abord de son héroïne, Jirel de Jouary, qui se passait dans un monde médiéval fantasy, fantastique, j'avais dit dans le précédent podcast que ensuite je parlerai de son personnage de science-fiction. Son personnage de science-fiction qui s'appelle Northwest Smith et qui évolue lui dans le système solaire. Mais le truc intéressant avec notre amie Catherine Elmour et son personnage principal, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait croire, eh ben, ça se passe pas dans le futur. Et non, ça se passe dans le passé. Parce que selon Catherine Moore, eh ben, l'homme a déjà conquis l'espace, vous pouvez en être sûr. Bien avant les Égyptiens, dans cette obscurité d'où surgissent les échos de noms plus ou moins mythiques, Atlantis, Mu, longtemps avant les prémices de l'histoire, il dut y avoir un temps où l'humanité, comme nous aujourd'hui, construisait des cités d'acier pour abriter ses vaisseaux qui voyageaient parmi les étoiles, où elle connaissait le nom des planètes dans leur propre langue d'origine, où elle entendait le peuple de Vénus appeler ce monde humide Shahardol, son doux et mélodieux langage hésitant imitant le lakdis guttural de Mars, d'après les rudes dialectes des habitants de ces terres sèches. Vous pouvez en être sûr, l'homme a déjà conquis l'espace, et de cette conquête résonnent encore de très faibles échos à travers un monde ayant oublié l'existence même d'une civilisation qui doit avoir été aussi puissante que la nôtre. Et il y a trop de mythes et de légendes pour que nous en doutions. Le mythe de Méduse, par exemple, n'a jamais pu naître sur Terre. Cette histoire de la gorgone à la chevelure de serpent, dont les yeux changeaient en pierre celui qui la regardait, n'a pas pu être conçue par une créature que la Terre a nourrie. Et les Grecs de l'Antiquité qui la contaient devaient se souvenir obscurément, en y croyant à moitié, d'une très ancienne légende à propos de quelque être étrange venu de l'une des lointaines planètes où leurs ancêtres les plus éloignés se rendaient jadis. Ha 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 ha, c'est pas mal, hein? Enfin, je sais pas. Moi, à l'époque, quand je lisais ça, je devenais ouf. Donc, revenons à nos moutons. Ça, c'est l'introduction de Chamblot. Comme je vous l'ai dit précédemment, Chamblot, c'est la première nouvelle de Catherine Elmour qui parut dans Weird Tales en 1933. Et donc, ça a été un succès immédiat. Et puisqu'elle avait eu du succès, bah, l'année d'après, elle a édité, comme je vous l'ai dit dans le précédent podcast encore une fois, la première nouvelle de Gérald de Jouary, Le baiser du dieu noir. Donc, c'est les deux mamelles de l'histoire de C.L. Moore, Northwest Smith et Gérald de Jouary. Donc, on en revient un petit peu à Moore. Hein. Peut-être qu'il y a des auditeurs qui n'ont pas écouté le précédent podcast, donc je vous refais un peu, vite fait, hein, euh, une espèce de présentation de Catherine Moore. Donc, Catherine Lucille Moore, née le 24 juillet 1911 à Indianapolis, et d'aucuns pensent que de ses ascendances celtiques, hein, écossaises, galloises, irlandaises, donc ouais, tous les Celtes qui existent, semble s'être exprimé très tôt sous la forme d'un goût pour le légendaire, le merveilleux, aisément transféré le moment venu dans la science-fiction. Et elle dit elle-même que, en fait, comme elle a été malade très longtemps dans son enfance, euh, elle s'est plongée dans Le Magicien d'Oz, dans Tarzan, dans tout ce qu'elle pouvait trouver comme histoire fantastique, et puis même Robin des Bois, Lancelot ou des héros de western, ça a un peu maturé en elle en fait, et elle raconte que dès qu'elle a su parler, elle s'est mise à raconter de longues histoires obscures à tous les gens qu'elle arrivait à entraîner dans un coin. Et après avoir appris à écrire, elle a commencé à les rédiger et elle s'est jamais arrêtée depuis. Donc alors peut-être que ça fait partie de la légende, hein, peut-être que c'est du bon marketing, mais en tout cas, euh, comme je vous l'ai dit aussi précédemment, comme c'était les années 30, elle se faisait éditer sous le nom de C.L. Moore. Et donc au début, donc c'était pour créer une ambiguïté, pour pas
euh, annoncer la couleur sur le fait que c'était une femme. Et donc au début, on a plein qui pensaient que c'était un mec, hein, puisqu'à l'époque, ça allait de soi. Et Farnsworth Wright, l'éditeur célèbre de Wild Tales, euh, disait toujours que de toute façon, euh, que ce soit un homme ou une femme, euh, non, il disait que ce soit un homme, une femme ou un extraterrestre, c'est quelqu'un de colossal. Et il y a aussi une autre anecdote qui raconte que, comme je vous l'ai dit hein, dans l'autre podcast, elle a ensuite épousé un auteur de SF fameux qui s'appelait Henry Kuttner, et ensuite ils ont écrit ensemble toujours jusqu'à la fin de leur carrière. Et Henry Kuttner, en fait, la première fois qu'il a lu une de ses nouvelles, il a envoyé dans le courrier des lecteurs une lettre d'admiration qui était adressée à Mr. Moore. Donc, et en plus, comme elle avait comme personnage un héros viril qui s'appelait Northwest Smith, bah, tout le monde pensait que c'était un mec. Bon, comme je vous l'ai dit, le succès a été immédiat. Et les lecteurs de Wartel s'en demandaient encore. Donc, elle a écrit plusieurs histoires de Northwest Smith. Et le truc, c'est que à chaque fois, ça a été des nouvelles, comme pour Gérald de Joiry. Alors, Gérald de Joiry, comme je vous l'ai dit, il y avait eu 6 nouvelles, dont une qui était un crossover, donc, et qui mettait en scène Gérald et Northwest Smith. Pour ce qui concerne Northwest Smith, en fait, il y a un peu plus de nouvelles. Il y en a, alors je prends la table des matières du bouquin pour ne pas faire d'erreur. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 nouvelles, mais je crois que le dernier c'est une espèce de poème ou une vraiment très courte chanson sur le mode mineur. Et donc alors, la première nouvelle c'est Chamblot. Alors qu'est-ce que Chamblot? Euh, Parce qu'à l'époque ça avait vraiment fait sensation. Donc comme je vous l'ai dit, Northwest Smith, c'est un baroudeur de l'espace, c'est une espèce de prototype, d'archétype d'aventurier intersidéral. Et à l'époque donc antédiluvienne qui nous intéresse, l'humanité donc a réussi à essaimer à travers le système solaire. Et chaque planète a sa propre population indigène, ce qui crée une espèce de civilisation intersidérale, quoi, enfin en tout cas interplanétaire, à l'intérieur du système solaire. Donc ils ont des vaisseaux spatiaux qui leur permettent de voyager d'une planète à l'autre. Et Northwest Smith, dans ce monde-là, est connu pour être un des plus célèbres aventuriers, parfois chasseur de primes, parfois révolutionnaire, en tout cas de ce monde. Et il a pour ami et compagnon d'armes un Vénusien qui s'appelle Yarol. Et, c'est lui qui est le propriétaire du vaisseau qui s'appelle The Maid. Et donc, en fait, comme je vous dis, c'est vraiment. Aujourd'hui, c'est devenu un classique, mais à l'époque, c'était original. C'est vraiment le prototype des héros, sans peur et sans reproche, mais qui ont jamais un sou en poche, qui sont prêts à accepter les missions les plus impossibles pour gratter quelques pièces, quoi, et aller elle a inventé une boisson qui s'appelle le Seguir Whisky, et donc pour aller teaser un peu dans une des auberges de l'espace et d'avoir un peu d'argent pour réparer le vaisseau. Mais en fait, à chaque fois, ils pensent qu'ils vont faire un grand coup, un gros coup, et bah, ça foire parce que c'est des héros, quoi. Donc souvent, ils sont obligés d'abandonner la mission pour sauver soit la demoiselle en péril, soit le monde en danger, soit. Je vous le dirai pas. Et donc Chamblot, en fait, pourquoi il s'appelle Chamblot? Parce que ça commence comme ça. Il est sur Mars, je crois, ou sur Vénus. Sur Mars. Parce que souvent, en fait, le QG, c'est souvent sur Mars. C'est comme pour les Braquettes. Je vous avais parlé de les Braquettes, une très 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 grande autrice aussi de SF. Et bientôt, je vais faire un podcast sur elle parce qu'elle est trop forte. Et, et donc il est tiré justement de la taverne ou du bar galactique là dans lequel il tease et il entend Chamblot, Chamblot, Chamblot et des gens qui balancent des pierres sur une espèce d'humanoïde félin et ils sont prêts à la mettre en pièces quoi. Et donc lui il la sauve, mais euh, no good deeds goes unpunished comme on dit. Donc je vous en dis pas plus. Et donc c'est les débuts de Northwest Smith. Alors le truc de Northwest Smith, là, de ce héros, comme je vous le dis, à l'époque ça a vraiment fait sensation parce que faut se remettre dans le contexte, on est en 1934 et ce Pulp, là, le Weird Tales, qui aujourd'hui est considéré comme
peut-être le meilleur, le plus grand. Bon, bien sûr, il y avait Astounding Stories, il y avait Amazing Stories, il y avait Wonder Stories. Enfin, mais comme son nom l'indique, Weird Tales, c'était justement là où il y avait les histoires un peu bizarres. C'est pour ça que Lovecraft, Clark Ashton Smith, Robert Howard, ils ont tous fait leurs armes là et que c'était devenu un peu les tauliers de cette revue. Et d'ailleurs, euh, Moore, là, Catherine L. Moore, elle va devenir elle aussi une taulière de cette revue et elle va donc écrire, enfin publier la plupart des aventures de Smith dans cette revue. Et ça a attiré l'attention d'un autre auteur qui s'appelait Henry Kuttner. Et il a vite compris que c'était pas un Mr. Moore mais une Mrs. Moore. Et lui, il est un peu près de la même génération, hein. Bon, il est né en 1914 et était devenu célèbre avec une nouvelle qui s'appelait Les Rats du cimetière en 1936. Mais comme lui, il écrivait trop, parce que Moore, elle écrit pas beaucoup, elle écrivait trop, il s'était un peu sabordé lui-même parce qu'il avait écrit, je crois, plus de 70 textes euh, en 3 ans. Euh, il avait un peu épuisé les éditeurs et les lecteurs. Et en parallèle à ça, il avait commencé une correspondance donc avec Catherine Moore. Et en 1940, ils se sont mariés. Et alors, je ne sais pas si je l'ai dit dans le précédent podcast, mais ce couple, Kuttner-Moore, est devenu vraiment célèbre. Et à part eux, le seul couple aussi prolifique et talentueux et célèbre dans l'histoire de la SF que je vois, c'est justement Lee Brackett et Edmond Hamilton, qui ont écrit, je vous en ai parlé souvent hein, dans ce podcast, hein. Edmond Hamilton, c'est le père du Loup des Étoiles, des Rois des Étoiles, et de Capitaine Flamme. Lee Brackett, c'est euh, euh, la maman de Eric John Stark, une espèce de Northwest Smith, lui aussi, tu vois, un grand aventurier du système solaire. Et d'ailleurs, ils ont fait des crossovers justement aussi entre les Rois des Étoiles et Eric John Stark. Et Lee Brackett, elle est connue pour avoir écrit le scénario de l'Empire contre-attaque. C'était pas Casdan, hein, c'était elle. Et donc bref, ils se marient et donc ensuite, à partir du moment où ils ont été ensemble, ils ont vraiment écrit tout le temps ensemble. Et ils avaient aussi un pseudonyme fameux qui s'appelait Lewis Paget. Et une fois qu'il est mort, parce que son mari est mort assez tôt, en 57, elle a plus jamais écrit. Quasiment pas. Et donc ça a créé une espèce d'auteur comme ça, bicéphale, et qui était vraiment talentueux. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ensuite on sent dans quelques nouvelles l'influence que Kuttner a eu sur elle. Et à l'époque donc il y avait tous ces auteurs hein, qui commençaient à émerger et qui sont restés, bon, ceux qui ont survécu, hein, parce que comme je vous dis, Kuttner il est mort en 57, Howard il est mort en 36, Lovecraft il est mort en, je sais plus, je sais pas si non c'est pas 47 lui, c'est on va dire début des années 40. Donc pour ceux ensuite qui ont survécu, euh, en fait ils ont été en même temps très marqués par cette œuvre bicéphale, mais en même temps aussi par le ton singulier de Moore, et aussi très inspirés, quoi. Parce que pour ceux de cette génération, souvent on sent que euh, il y a un peu un intérêt commun pour certains thèmes. Et pourquoi je vous parle donc de Catherine Moore dans 2 podcasts consécutifs? En fait, c'est pour ça. C'est parce que je me rends bien compte qu'elle est moins connue que ses pairs, qu'elle est moins connue que ne serait-ce que Howard qui maintenant a un regain d'intérêt après avoir été au placard pendant des années, ou Lovecraft là depuis qu'il est dans le domaine public, tout le monde s'en donne à cœur joie pour rééditer ses textes. Euh, Même Clark Ashton Smith, les éditions de Nemos, au cas où vous le sauriez pas, au cas où vous le savez pas. Ouais, non, pour mon genre de livre, des fois, je sais plus parler. Enfin, bref, ils avaient sorti une intégrale en 3 volumes de ses œuvres, ça s'appelle Zotique, Hyperborée et Averroigne, je sais jamais comment ça se prononce, et ça vient même de sortir en poche, donc c'est pas mal. Et mais elle, par contre, comme je vous l'ai dit, elle est toujours éditée, hein, bien sûr, elle est chez Folio SF. Ça fait un moment qu'elle n'a pas été rééditée, mais bon, près d'un siècle plus tard, elle est encore connue des vrais amateurs. Mais par contre, c'est peut-être la moins connue.
Alors qu'à l'époque, comme je vous le dis, elle faisait vraiment partie de cette nouvelle génération d'auteurs qui a révolutionné un peu le genre, ou même les genres. Alors on peut dire le genre de l'imaginaire ou les genres de fantasy, de science-fiction. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois avec Gérald de Jouary, c'était vraiment une atmosphère particulière. Et ce qui est fort avec Northwest Smith, bah, comme je vous l'ai dit là, c'est que déjà elle a appris le lecteur à rebours. C'est de la science-fiction, mais pas dans le futur, mais dans le passé. Et elle a créé presque une ethnologie de chaque planète. Alors en ça, on peut penser peut-être à Ursula K. Le Guin, hein, qui s'était fait une spécialité pardon, de la science-fiction ethnologique. C'est normal, elle était la fille des deux premiers ethnologues universitaires américains. Elle a grandi dans une réserve indienne en Californie, je crois, où ses parents étudiaient des tribus amérindiennes. C'était une aparté, hein, mais c'est toujours intéressant. Et donc, il y a ce côté aussi qui rend, qui donne un peu de piquant, un peu de piment aux aventures de Smith et de son pote vénusien là. Et c'est aussi encore sous forme de nouvelles, parce qu'à l'époque, pour être publié, de toute façon, dans Weird Tales, il valait mieux écrire des nouvelles. Et c'était un genre euh, qui était apprécié par les auteurs. Et les anglo-saxons, en fait, encore même aujourd'hui, la nouvelle, c'est toujours un genre qui n'a pas périclité, à la différence de chez nous où peu de gens aiment les nouvelles. Et je sais pas, peut-être qu'ils estiment qu'ils se font flouer quand ils lisent des nouvelles plutôt qu'un roman. Mais en tout cas, chez les anglo-saxons en général, les américains en particulier, c'est jamais mort cet attrait pour les nouvelles. Et donc pour revenir à Smith et ses aventures, pour ceux qui liront Gérald de Jouary en premier, l'avantage c'est que c'est en même temps totalement différent, parce que c'est vraiment du space-op. Chaque nouvelle a lieu sur une planète différente, chaque nouvelle euh, nous conte les aventures de personnages différents, à part bien sûr les deux protagonistes principaux. Je crois qu'il n'y a qu'une seule nouvelle qui fait référence à une autre, à un moment donné, mais sinon c'est vraiment indépendant tout le temps, les uns des autres comme texte. Et bien sûr, il y a la fameuse nouvelle euh, qui met en commun Gérald de Jouary et Northwest Smith, qui est un petit bijou, j'avoue. C'est vrai que quand on la lit à la fin du recueil de Gérald de Jouary, bah, ça fait du bien. C'est comme je vous l'avais dit, c'est un peu répétitif. Et ça s'appelle La quête de la pierre étoile. Et je me rappelle, quand j'avais fini le recueil de Gérald de Jouary, en fait, bah, c'est vraiment positif parce que là, ça finissait en apothéose, quoi. Et en plus, comme elle était écrite avec Kuttner, bah, on voyait vraiment la différence entre les deux types d'écriture. Et donc en fait, pour ceux qui aiment le space op, qui aiment euh, les caractéristiques endémiques de chaque planète, de chaque peuple, ce côté un peu justement ethnologique, comme je disais, euh, le côté planète opéra un peu à la Jack Vance aussi. Bah, ça prouve, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Jack Vance, tout ça, Le Guin. Alors bien sûr, Le Guin, elle a failli avoir le prix Nobel. On va dire, elle est peut-être d'un autre niveau que Moore, mais en réalité, c'est peut-être pas comparable dans ce sens-là. Mais on sent que c'était un précurseur, justement, dans tous ces thèmes-là. Parce qu'après, justement, ils ont été pleins à reprendre ça. Et pareil, ce, ce- cette idée de dire qu'en réalité, l'humanité, en fait, elle a eu mille fins du monde, quoi. Il y a déjà eu 1000 civilisations, même avant Atlantis et Mu, et qu'il y a déjà eu une conquête des étoiles, il y a déjà eu une chute de l'humanité. Ça aussi, après, on le verra dans euh, chez plein d'auteurs plus tard. Mais à ma connaissance, c'est peut-être la première à avoir imaginé ce thème. Et moi, ça m'avait tout de suite emballé. Justement, la petite intro que je vous ai lue tout à l'heure, euh, ça donnait quelque chose en plus. Ça donnait quelque chose en plus. Et d'ailleurs, Chamblot, quand elle fait référence au début, pareil dans l'intro, au mythe de la Méduse, en fait, c'est lié. Chamblot, c'est lié à ce mythe-là. Je vous déflore pas, hein, parce que de toute façon, c'est juste une petite touche dans la nouvelle. Et moi qui ai toujours été un aficionados depuis toujours hein, de la SF, de ce genre, du space op, des aventures intergalactiques, justement de Capitaine Flamme quand j'étais petit, de Cobra, etc. Et ensuite dans les lectures, quoi, et ben c'est vraiment le prototype, l'archétype euh, de l'aventurier spatial. Alors pour ceux qui aiment ça, vous avez 9 nouvelles fabuleuses. Vraiment. Donc,
Que vous dire de plus? Je pourrais vous parler un peu plus de Moore en tant que tel, hein, parce qu'elle a eu quand même une vie intéressante, hein. Et comme je vous l'ai dit, elle était appréciée par tous ses pairs à l'époque. Et c'est ça aussi, une fois qu'on... Enfin moi, au début, je faisais même pas gaffe à qui était l'auteur quand j'étais jeune, hein. Je lisais, c'était les héros qui me plaisaient. C'est comme les comics, je faisais même pas attention à qui dessinait, à qui écrivait. Mais une fois qu'on passe ce cap et qu'on commence à comprendre qu'il y a des auteurs derrière les histoires et que parfois ils sont connus, parfois ils sont de la même école ou du même genre, une des choses qui m'avait frappé avec Moore, c'est que quand je lisais les auteurs que je découvrais mais qui me plaisaient vraiment, souvent quand il y avait des préfaces ou quand il y avait des interviews ou par exemple, je vous parle souvent d'une collection qui s'appelle le Temple de la SF, enfin qui, au début s'appelait le Livre d'or de la SF et ensuite a été réédité sous le nom du Temple de la SF. D'ailleurs, il y en a justement de Catherine Elmour et de Kuttner. Souvent là, c'est un historique de la carrière d'un auteur. Et parfois, il y a aussi des notices biographiques et même des fois des interviews. Et je me suis rendu compte par exemple que Poul Anderson, par exemple, que j'aimais beaucoup, Robert Howard, je vous l'ai dit, il y a un auteur français qui s'appelle Francis Carsac et qui était un ami de, de Poul Anderson. D'ailleurs, je crois qu'ils ont crapahuté ensemble et qu'ils ont écrit peut-être des livres en commun. Enfin bref. Souvent, ils faisaient référence à Catherine Elmour. Souvent, elle faisait partie soit de leur lecture, j'allais dire de jeunesse, bah, pas trop parce qu'ils étaient à peu près tous de la même génération, mais en tout cas, il la citait souvent dans les influences notables de leur œuvre. Et pour certains, c'était devenu une de leurs connaissances et ils avaient le plus grand respect pour elle. Et souvent, je me fais la réflexion qu'il y a des périodes comme ça où tous les grands noms d'un d'un- d'un type de connaissance, d'un genre, alors là on parle de la littérature, de l'imaginaire, mais se retrouvent un moment entre eux et se reconnaissent et s'apprécient et parfois se renvoient la balle à travers leurs œuvres mutuelles. Et elle, Catherine Moore, bien qu'elle ait eu une carrière assez météoritique, hein, ça n'a pas duré longtemps, en tout cas, elle a toujours été appréciée et elle a servi de référence à tous ces auteurs-là dont je vous parle souvent. C'est pour ça que j'ai fait deux podcasts à la suite sur elle. Et donc voilà, quoi, c'était pour vous dire que si ces grands auteurs de l'époque sont, sont devenus ses fans, il n'y a aucune raison que nous, on ne le devienne pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est vrai. Je pense que elle mérite d'être à nouveau sur le devant de la scène parce que, comme je vous dis, elle est un peu oubliée et c'est vraiment dommage. Vraiment, vraiment dommage. Et même Jacques Sadoul, alors je vous ai parlé de Jacques Sadoul, souvent c'était le directeur de collection de J'ai lu. Euh, comment ça s'appelle ouais, non, ouais, J'ai lu. D'ailleurs, qui a fait des anthologies de tous les pulps, les meilleurs récits de Weird Tales, les meilleurs récits de Wonder Stories. Et lui, il parlait souvent de Catherine Moore et ensuite du couple qu'elle a formé avec Kuttner. Parce que il estimait qu'elle était justement au même niveau que Robert Howard ou ah bah, je voulais parler de la dernière fois de Seabury Queen, hein, qui est oublié aujourd'hui mais qui mettait en scène le docteur Jules de Grandin de la Sûreté nationale et de la faculté de médecine. C'était une espèce de Sherlock Holmes de l'étrange et qui était d'origine française encore une fois, hein, et la France avait cet attrait pour les auteurs de fantasy de l'époque. C'est comme Gérald Jory, hein, qui était française. Et je sais plus pourquoi je vous dis ça, je me suis perdu. Donc il parlait d'elle et il disait que Siburi Queen, je crois, s'était inspiré de ces histoires parce que alors là je me suis perdu comme quoi quand on prépare pas trop. Alors attendez, je vous disais que elle avait été une forte influence sur les auteurs. Oui, enfin, il s'était inspiré d'histoires de Moore, pardon, pour écrire ses Grandins. Et même Robert Howard, en fait, je vous disais la dernière fois que elle s'était inspirée de Agnès de Chastillon
pour créer Jirel de Jouari. Bien sûr, Howard, on peut pas forcément dire qu'il soit vraiment inspiré d'elle parce qu'il est mort malheureusement en 36 et elle a commencé à écrire en 33. Mais j'avais lu une fois, je crois que c'était dans une préface de Louinet ou quelque chose comme ça, qu'en tout cas, euh, il avait lu les textes, les premiers textes de, de Moore et que bah, il se sentait assez proche d'elle en fait, euh, au niveau littéraire. Donc c'est pour ça que je vous dis que si vous avez aimé tous ces auteurs là, et que même si vous avez ensuite aimé des auteurs dont vous ne vous doutez pas qu'ils ils ont été inspirés par elle, bah, lisez Catherine Lucine Moore, qui un jour, de 1933, a enfermé tout un monde dans le mot Chamblot, comme dit Serge Lehmann dans la préface. Alors excusez-moi, je me suis un peu emmêlé les pinceaux à la fin, mais c'est parce qu'en fait je l'ai fait. Moi j'avais juste le poche sous les yeux et ouais, j'ai pas trop préparé. Je devrais pas vous l'avouer, hein, ça, répéter à personne. Mais c'est parce qu'en fait j'avais envie de faire un podcast là depuis un moment, mais que je croulais un peu sous le boulot et que je m'étais dit normalement Catherine Moore, je peux vous en parler un peu de mémoire parce que je la connais bien et bah, j'espère que c'est vrai. J'espère que je vous ai donné envie avec ces deux podcasts consécutifs. Et en tout cas, encore une fois, euh, essayez Catherine Moore, que ce soit Smith ou Jouari. Euh, Ces deux héros oubliés mais fantastiques et qui sont disponibles chez Folio SF en livre de poche. Et voilà, si ça vous a plu, si vous décidez de lire un de ces deux livres juste parce que vous m'avez écouté, ça me fera grandement plaisir. Et je tiens à remercier Denise, une auditrice sur YouTube, qui m'a dit que grâce à moi, elle avait acheté le livre de Kull, le roi Atlante, euh, de Robert Howard, et que ça lui a plu, alors qu'à la base, c'était pas du tout son genre de bouquin. Et ben, c'est juste pour ça que je fais des podcasts, pour vous faire découvrir des livres et partager ma passion de la littérature. Donc encore une fois, merci Denise. Et j'espère que je vais te convaincre à chaque fois. Et si ça vous a plu, bah, faites vivre le podcast, hein. Comme ça, bah, on grandira ensemble. À bientôt les mangeurs de livres.